Plusieurs éléments sur le commerce de proximité et quelques rapides considérations sur ceux qui font le commerce de proximité. Tout d'abord, le nombre d'établissements, vous voyez ici, dans le commerce du détail de livres. Et vous voyez cette chute entre 2001 et 2009. On a également des chiffres récents sur la suite, mais qui continuent de chuter. En gros, c'est ce que l'on voit et vous voyez partout. Je ne vous apprends rien. Les libraires sont en train de fermer. Au-delà des libraires, la question de la vente valeur. La vente valeur, c'est finalement le chiffre qui rentre. Et là, par contre, c'est un peu plus surprenant, c'est-à-dire que nous n'avons jamais autant lu. Alors, est-ce qu'on lit vraiment ou est-ce qu'on achète simplement le livre? Il n'empêche que, quand on regarde les ventes valeur, elles progressent. D'autant plus intéressant que si elles progressent, ça va donc être sur d'autres supports ou d'autres façons de faire. Mais sur les autres supports, c'est intéressant parce que le livre numérique, notamment, est inférieur en coût au livre papier. Ce qui veut dire que non seulement on lit plus, mais en plus ça, on achète beaucoup plus, étant donné que la valeur augmente plus vite que le volume n'augmentait lui-même. Le deuxième point concernant les disquaires. Voilà, les disquaires, c'est seuls ceux nés avant 70 ou 80 savent encore ce que le mot disquaire veut dire, parce que la consommation du disque en tant que tel, du disque physique, évidemment, chute naturellement depuis maintenant une dizaine d'années. Et vous avez ici les variations du chiffre d'affaires en valeur du disque. Vous avez à côté de ça le nombre, et cette fois-ci, de variations annuelles en valeur du téléchargement. Autrement dit, alors que nous n'avons jamais autant lu, les libraires chutent, nous n'avons jamais autant écouté de musique, et les disquaires chutent. Évidemment, quels sont les bénéficiaires? Ça va sans dire, c'est iTunes et Amazon qui se partagent l'ensemble du marché, avec 63% de part de marché pour l'un, 23% pour l'autre et d'autres. Sur la lecture, Amazon draine évidemment considérablement l'ensemble de ces rentrées. 45% des ventes mondiales d'e-books sont faites sur Amazon. Donc on comprend bien à quel endroit se trouve la valeur. Pas l'endroit où ils étaient auparavant, disquaires, libraires, etc., mais évidemment sur de nouvelles façons de faire. Amazon, vous savez maintenant, c'est assez extraordinaire toujours de le souligner en disant 34 milliards de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça peut avoir comme conséquence? Eh bien, ça a ça comme conséquence. Ça, la FNAC, on souhaite fermer la FNAC, 60 salariés refusent la fermeture de la FNAC. Le Virgin, ça c'est depuis cet été. Vous avez la librairie Artaud. On va avoir une manifestation, on va avoir des syndicats qui vont s'opposer à la fermeture. Sans vouloir être dans la polémique, on peut se demander à quoi ça va servir de garder un magasin physiquement ouvert qui de toute façon ne vend ni disque ni livre. Ne vend ni disque ni livre. Alors on peut avoir Lagardère sur le chéquier, Lévy donne-nous l'argent des soldes, Filippetti prends tes responsabilités. Alors elle essaye de prendre ses responsabilités. Elle essaye, ça ce sont les derniers, ça date du début du mois, 3 octobre, etc. Elle prend ses responsabilités. Quand quelqu'un gagne de l'argent, je ne vais pas dire en France, mais en général, on essaie quand même de taper dessus. C'est quand même pas bien. Amazon, ce serait bien s'il fermait. On en a assez d'Amazon. La belle affaire. On en a assez d'une entreprise qui fonctionne et qui effectivement vend du livre. Droite et gauche unis pour défendre les libraires face à Amazon. Prix du livre, les députés font l'union sacrée contre Amazon, etc. Bref, il faut aller taper dessus. Nous avons de plus en plus de lectures, nous avons de plus en plus de consommation musicale, et pour autant, on va venir taper sur celui qui a effectivement eu un business model innovant. Alors, je ne dis pas et je ne défends pas Amazon, évidemment. Je montre simplement quelques faits ici pour dire que, au lieu de se dire comment est-ce que l'on peut se réinventer, et c'est bien le propos de nos réflexions dans ces matins, c'est-à-dire c'est quoi l'innovation dans le service, mais au lieu de se dire on va se réinventer et essayer de proposer quelque chose qui n'existe pas, eh bien, comme d'habitude, on se protège. On essaie de faire appeler l'État. L'État va nous protéger. Dites à Amazon que ce n'est pas bien ce qu'il fait quand même. Regardez, ce 5% sur 5% de prix, c'est évidemment tout ce qui va changer la vie, tout ce qui va changer dans mon business model. C'est évidemment pas la solution à venir. La solution, c'est comment est-ce que je me réinvente. Libraire, disquaire, et on sort le disquaire day. C'est-à-dire que c'est vraiment le dernier
Le dernier rempart, c'était le 20 avril 2013. On va dire, tiens, un jour, il y a eu des disquaires. Rappelons-nous ou rappelez-vous quels étaient les disquaires. Alors, le pharmacien n'est pas en reste. Hein. Je n'ai pas à taper uniquement sur les disquaires et les libraires. Et les pharmaciens, c'est pareil. Les pharmaciens, alors eux, c'est Leclerc. En se disant Leclerc demande que ces docteurs en pharmacie aient le droit de vendre tous les médicaments non remboursés à prix Leclerc. Réaction du pharmacien, sur quoi on va toucher? Exactement pareil que sur le Filippetti ou ce genre de choses. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais non, la santé, c'est quand même différent. La santé, ça touche évidemment aux principes vitaux, donc tout le monde ne peut pas le faire. Pensez à ce que je vous ai montré en disant ce que va faire le gouvernement, ce qu'on va essayer de protéger, etc. Le pharmacien va rentrer dans cette brèche. Il rentre dans cette brèche, c'est exactement ce que j'ai pris comme vous dans les pharmacies en disant pharmacien, être docteur en pharmacie ne suffit pas pour délivrer des médicaments, pas un commerce comme un autre, etc. On va se protéger. Sans se dire, mais attendez, si je suis pharmacien, on est quand même 22 ou 23 000 officines en France, il y a une centaine de Leclerc, mais j'ai peur de Leclerc. Hein. 23 000 officines sans Leclerc, je me dis, non, finalement, je vais essayer de protéger ce business-là. Au lieu de se dire, effectivement, peut-être que c'est l'endroit où je vais dire, pour utiliser un mot qu'Amazon aime bien utiliser, le hub de la santé, proximité considérable, une confiance considérable dans son pharmacien, un service extraordinaire. Au lieu de se réinventer autour de ces nouveaux services-là, le pharmacien va essayer de se protéger. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est celle-ci. C'est une pharmacie que j'ai prise juste à côté de chez moi, hein, qui pourtant faisait du 8h30, 21h, 7 jours sur 7, etc. Fermeture définitive. Exactement pareil. Jamais pourtant le marché de la santé n'a été aussi important. Le marché du disque, le marché de la musique, pardon, pas du disque, le marché de la musique, le marché de la lecture, le marché de la santé, 3 domaines extraordinaires qui est absolument en croissance. Lorsqu'on est sur un secteur qui n'est pas en croissance, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour faire consommer plus? Là, ce n'est pas le cas. Là, au contraire, on consomme considérablement. On consomme simplement, on consomme différemment. On s'organise, on s'orchestre différemment. La question pour le pharmacien, c'est mais va-t-il arriver un pharmacien day? Ou un jour, on aura, comme le disquaire day, on va avoir effectivement un futur derrière ça. Simplement pour finir sur le contexte, puis j'aurai 2-3 éléments de piste, c'est valable également pour la banque de détail. On parle de la pharmacie aujourd'hui, on parle de la poste, on parle de la banque, exactement la même chose. Nombre d'agences bancaires de détail en France, évidemment, en chute. Nombre d'utilisateurs de services bancaires en ligne, évidemment en hausse. Et la fréquentation, évidemment, décroît. Baisse de fréquentation de 1 fois par mois minimum. Donc vous comprenez ici, très rapidement bien sûr, les questions et les enjeux qui se posent, à savoir comment et est-ce que j'ai intérêt à ce que l'on vienne à moi dans les centres-villes, comment est-ce que je me réinvente autour des nouveaux services à pouvoir développer dans les villes, sachant que les utilisations sont différentes. Est-ce que tout ça veut signifier la mort du commerce de proximité? Est-ce que tout ça veut signifier que finalement, il n'y a plus besoin à l'avenir de pharmaciens, ni de banquiers, ni de libraires, ni de disquaires, etc. Sachant qu'il faut comprendre que le commerce de proximité est pleinement dans le cœur économique de notre PIB. 470 000 emplois créés en France entre 1993 et 2005. C'est 2 millions de salariés en France, le commerce de proximité. Nous avons un chiffre d'affaires inconsidérable, de l'ensemble des commerces de proximité. Évidemment, nous excluons les hypermarchés, ici. 343 milliards d'euros. Et ça représente 20% du PIB. D'accord ? 20% du PIB français est tourné vers les services de proximité, les commerces de proximité d'une façon générale. Souvenez-vous juste que l'agriculture en France, le PIB de l'agriculture en France, ça représente 1,8%. On parle beaucoup d'agriculture en France, on a un ministre de l'agriculture, on a évidemment tout ce qu'il faut pour 1,8% du PIB. 20% du PIB pour les commerces de proximité. 830 000 magasins en France sur plus de 600 000 relèvent des commerces de proximité, c'est-à-dire 72%. Autrement dit, l'avenir, il est évidemment
aussi dans les villes. Le cœur de l'activité, l'activité en tant que telle, la progression, toutes ces activités et ces progressions économiques sont au cœur de nos villes. Alors comment on fait ? La question, c'est évidemment l'innovation, et l'innovation qui doit porter de nouveaux services et une façon différente de se projeter. Probablement que le métier du pharmacien n'est pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est compliqué à comprendre pour lui, parce qu'il a forcément été élevé dans cette éducation, il a forcément vu ce qu'il se passait, et se dit, je vais reproduire la même chose. Pareil pour le disquaire ou le libraire. Plusieurs pans pour comprendre cette structure. Redessiner l'espace de service, ou ce qu'on appelle le do it yourself. Que ce soit, par exemple, dans la banque, où de plus en plus, il va s'agir de faire par soi-même, ou avoir une utilisation de la technologie. C'est le cas ici, rapidement, que l'on peut voir dans cette banque. Mais aux États-Unis, Citibank a effectivement imaginé une sorte de hub financier pour le particulier. Et ce hub financier de proximité se trouve uniquement dans les centres-villes. J'ai 1 ou 2 agences par ville, mais à chaque fois, ce sont des agences qui adressent l'ensemble des problématiques, qui sont, comme on peut le voir ici, et ça change évidemment du métier classique du dépôt, retrait, etc. La Poste, nous avons la Poste qui intervient aussi aujourd'hui, c'est comment j'évite ça. Parce que quand on voit ça, on n'a envie que de passer par Internet, on a envie que de vivre autre chose. Et comment la Poste a réussi pendant ces dernières années à aller à ça, en disant comment je réinvente et je redesign les espaces pour essayer de porter une nouvelle expérience pour mon client. Ces questions-là, évidemment, des espaces de redesign des clients sont tout ce que l'on peut voir. Les librairies en Irlande, où l'on va essayer de créer des crèches à l'intérieur des librairies, que ce soit en Grande-Bretagne qui crée des spas de lecture, en disant comment est-ce que l'on peut avoir la plus grande librairie d'Europe, Foyles, en Grande-Bretagne, va essayer de créer ces expériences différentes. Le salon de coiffure, que ce soit à New York dédié aux enfants, ou alors à Denver, où l'on mixe à la fois la coiffure et le service de restauration. Cette première partie-là, c'est comment j'essaye de redessiner les espaces à l'intérieur, qui n'ont rien à voir avec les espaces précédents. Autrement dit, je réinvente la forme de mon métier au sein des structures. L'important, évidemment, c'est de redessiner de nouveaux services. La pharmacie va en parler tout à l'heure, mais c'est un des exemples avec Lloyds Pharma qui lance la pharmacie du futur, des tablettes permettant d'obtenir des conseils, informations au sujet de la douleur, des problèmes de peau par exemple, et le patient reçoit ici une analyse personnalisée par le pharmacien, permet de mieux comprendre le traitement que le médecin lui a prescrit. Ou encore, toujours avec la pharmacie du futur, journal de bord qui est tenu par le patient, indique le type de douleur, l'aidant à recevoir donc le traitement qui est nécessaire. Et ce qui est important ici de voir, c'est que, et c'est mon slide d'après, c'est que la pharmacie doit certainement se positionner comme un écosystème du futur et l'écosystème de la santé. Évidemment, derrière ça, pourquoi je parle d'écosystème de la santé, c'est parce qu'il y a le patient, le pharmacien et le médecin. Quelle est la relation tripartite entre les deux? Et pour l'instant, le pharmacien, il est entre les deux. Il est entre le patient et le médecin. Et son rôle, ça a été de distribuer de la boîte de médicaments. Mais certainement que son rôle de demain ne sera pas celui-là. D'ailleurs, on voit bien que dès lors qu'on touche à des progressions intéressantes de marché, c'est-à-dire le médicament et la délivrance du médicament, la Poste, et Jean-Paul Bailly avait réussi à faire passer un décret sur la délivrance du médicament, telle qu'elle s'organise ici. Le portéo médical, porté par la Poste, délivré par la Poste, à la fois qui devait le faire. Est-ce que c'est le pharmacien qui aurait dû s'organiser pour délivrer, ou est-ce que c'est le rôle de la Poste? Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'entre la Poste et le pharmacien, les deux sont extrêmement au cœur des villes, dans une proximité considérable. Et donc sur un portéo, c'est considérer son écosystème, à la fois en tant que pharmacien et à la fois en tant qu'acteur du service public qui est la Poste. Quatrième dimension qui est intéressante, et vous le voyez, c'est-à-dire que les grandes surfaces réinvestissent le centre-ville. Depuis 1963, les fameux carrefours Sainte-Geneviève-des-Bois, les carrefours Leclerc, Intermarché, étaient plutôt à l'extérieur des villes en disant on va se mettre au niveau des entrées de ville pour avoir de la place, on va faire ses courses, etc. Si ce n'est que maintenant, Casino cherche à revenir dans les villes, Carrefour City s'implante dans les centres-villes, Intermarché Express
Pourtant, quelqu'un de très rural s'implante dans les centres-villes. Le roi Merlin vient d'ouvrir à Beaubourg. Et évidemment, l'exemple le plus symptomatique, c'est Monoprix, qui, on l'a vu il y a 15 ans de ça, nous n'aurions jamais pensé que Monoprix, on allait y aller pour un traiteur, aller se faire livrer, aller dans le bar à courses. Et maintenant, peut-être que vous avez vu ça, mais le voiturier pour Monoprix de Sèvres. Ou dès lors que vous passez 30 € d'achat, vous avez le voiturier. Autrement dit, venez dans le centre-ville, venez avec votre voiture, on s'occupe des problématiques. Enfin, dernier axe de piste pour le centre-ville, c'est les questions autour de bénéficier du flux d'Internet dans son point de vente. Internet n'est pas une opposition au centre-ville, Internet est un capteur d'individus, un capteur de sources, un capteur de flux pour le centre-ville. Les exemples rapides que l'on peut voir, c'est ce que fait la ville de Sceaux en disant mais achetez chez vos commerçants, et nous on s'occupe de cette dimension-là, ce qu'on appelle la conciergerie de proximité. La conciergerie de proximité, c'est l'ensemble des commerçants de Sceaux qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter en facilitant l'achat dans leur boutique. C'est également le cas d'Amazon, qui va s'implanter dans les SPAR, et les SPAR sont évidemment en centre-ville. C'est les petits SPAR, les petits supermarchés en Angleterre, sont implantés dans les centres-villes. L'intérêt pour Amazon, c'est évidemment la flexibilité, c'est évidemment la sécurité, c'est évidemment la sécurité, flexibilité pour le client, les frais de transport qui sont évidemment diminués, etc. Autrement dit, l'articulation entre le supermarché et Amazon n'est pas une opposition entre les deux, c'est comment je bénéficie du flux d'Amazon pour faire venir des gens chez moi. Dernier exemple, c'est l'application Monoprix. Monoprix est moi, offre à sa clientèle des services évidemment considérables, que ce soit le bar à courses dont j'ai parlé, que ce soit l'ensemble des possibilités dans les applications qui font que j'attire le client grâce à Internet. Et je fais bénéficier de ce flux d'Internet mon propre magasin. Autrement dit, et pour terminer cette rapide introduction, l'avenir du commerce de proximité, c'est certainement comment est-ce que l'on essaye de repenser l'endroit. C'est certainement comment on développe de nouveaux services. Comment on pense le commerce comme un nouvel acteur d'un écosystème, et je ne pense pas de façon seule dans mon coin comment je peux développer mon petit commerce, mais comment l'ensemble peut m'aider à cela. Et développer des services de proximité adaptés, qui se différencient évidemment des nouveaux services. Enfin, faire d'Internet une source d'attractivité. Et Internet doit être considéré comme une source d'attractivité pour le commerce de proximité, et non comme un compétiteur possible. Et Amazon avait compris ça notamment.